Nous avons terminé la dernière fois la séquence 1 du projet 4 par le dernier extrait de la nouvelle La main de Guy de Maupassant. Et nous avions vu que la situation finale maintenait le lecteur dans l'indécision, dans l'incertitude, dans l'hésitation. Et qu'il pouvait avoir le choix entre une réponse naturelle ou surnaturelle à la question qu'il se pose. Qui a tué l'Anglais? Voilà. Maintenant, nous passons à la séquence numéro 2 du projet, toujours projet 4, qui a pour première étape l'étude d'un texte intitulé Une décision hasardeuse de Stoker, extraite de L'invité de Dracula, édité dans les éditions du Masque, 1979. Une décision hasardeuse est donc le titre que nous voyons ici, le titre de la nouvelle que nous allons étudier tout de suite. Le narrateur entreprend une promenade, mais le soir venu, le cocher, c'est-à-dire le conducteur de la voiture à cheval, refuse de l'accompagner plus avant. C'est la nuit des morts vivants. La nuit des morts vivants. Walpurgis Nacht, en allemand. Excusez-moi si je prononce mal. On l'appelle aussi nuit des vampires. Et vous n'êtes pas sans savoir que le vampire le plus connu s'appelait Dracula. Celui qui se nourrissait la nuit du sang des vivants. Voilà le texte. Enfin, dans un accès de désespoir, il cria. Il, c'est le cocher. Walpurgis Nacht. Il désigna la calèche dans laquelle je devais monter. Tout mon sang anglais ne fit alors qu'un tour. Et demeurant en retrait, je lui dis: vous avez peur, Johan? Vous avez peur? Retournez chez vous. Je rentrerai seul. La marche me fera du bien. La portière de la calèche était ouverte. Je pris sur le siège ma canne en chêne que j'emporte toujours dans mes excursions de vacances, fermai la portière, montrai Munich derrière nous et dit: rentrez chez vous, Johan. Walpurgis Nacht ne concerne pas les Anglais. Je m'assis pour me reposer et commençai à regarder aux alentours. Je fus frappé par le fait qu'il faisait bien plus froid qu'au début de ma promenade. Une sorte de léger bruit comme un soupir semblait m'entourer, accompagné plus en hauteur d'une sorte de grondement assourdi. Levant la tête, je vis de gros nuages épais qui traversaient avec rapidité le ciel du nord vers le sud à grande altitude. Dans le ciel, à une certaine hauteur, se montraient les signes annonciateurs d'une tempête qui s'approchait. J'avais un peu froid,
et pensant que c'était le fait de rester assis après l'exercice de la marche, je repris ma route. Pardon. Tandis que je regardais, l'air s'emplissait d'un frémissement froid et la neige commençait à tomber. Je songeais aux kilomètres et aux kilomètres de paysages dégers que j'avais parcourus. Aussi je hâtais le pas pour me mettre à l'abri sous le bois qui était devant moi. Le ciel devenait de plus en plus sombre et de plus en plus rapide, de plus en plus épaisse, tombait la neige. On ne voyait presque plus la route et après un certain temps, je me rendis compte que je devais l'avoir quittée parce que sous mes pieds, je ne sentais pas sa surface dure. Ceux-ci s'enfonçaient plus profondément dans l'herbe et la mousse. Le vent alors devint de plus en plus insistant et se mit à souffler avec une force de plus en plus grande, si bien que je dus courir devant lui. L'air devint glacial et en dépit de mon exercice, je commençais à souffrir. La neige tombait maintenant avec une telle épaisseur et tourbillonnait autour de moi, en remous si rapide que je pouvais difficilement garder les yeux ouverts. Par moments, le ciel était déchiré par un éclair fulgurant et au milieu des éclairs, je pouvais voir devant moi une grande masse d'arbres, pour la plupart des ifs et des cyprès, tous lourdement enrobés de neige. Il y avait quelque chose de si étrange et de si bizarre dans tout cela que je me sentis troublé et presque sur le point de défaillir. Pour la première fois, je commençais à regretter de ne pas avoir suivi le conseil de Johann. À cet instant, dans des circonstances presque mystérieuses et avec un choc affreux, une pensée me frappa. C'était la nuit de Walpurgis. Si nous considérons le paratexte, c'est-à-dire les éléments périphériques, nous avons comme titre une décision hasardeuse et nous avons le titre de l'œuvre d'où est extrait ce texte, l'invité de Dracula. On peut déjà, avant même de lire le texte, uniquement par le titre et par l'allusion au vampire Dracula, que cette décision présente des risques, présente du danger, et que c'est une décision, entre guillemets, incertaine. Le cocher avait averti le narrateur mais le narrateur refuse les conseils, l'avertissement de Johann. Et l'expression « tout mon sang anglais » ne fut alors qu'un tour. Ici, cette expression signifie que le narrateur s'est mis en colère contre cet avertissement qui lui paraissait absurde, surtout pour un Anglais. Mon sang anglais ne fit alors qu'un tour. Habituellement, nous avons une représentation, une idée des Anglais. Pour tout le monde, les Anglais sont considérés comme des êtres flegmatiques, indolents, qui ne se mettent pas en colère rapidement. Mais là,
Dans ce cas, il l'avoue lui-même, le narrateur avoue lui-même qu'il s'était mis en colère contre la peur de Johann. Vous avez peur, Johann, vous avez peur. Retournez chez vous. Je rentrerai seul. La marche me fera du bien. Alors, rentrez chez vous, Johann, et il donne une explication, le narrateur donne l'explication. C'est que la nuit des morts vivants ne concerne pas les Anglais. Pour lui, Anglais, cette nuit-là est une légende, une croyance qui ne peut pas être une croyance anglaise. Et encore moins une vérité anglaise. Voilà pour cette première partie. C'est lorsque le narrateur décide de continuer la marche tout seul, sans et à pied, puisqu'il abandonne la calèche. La calèche, bien sûr, vous connaissez l'expression, le mot, c'est une voiture à cheval. Dans la deuxième partie du texte, je m'assis pour me reposer et commencer à regarder aux alentours. Je fus frappé par le fait qu'il faisait bien plus froid. Le terme ici, frapper, être frappé, c'est avoir la sensation soudaine, sensation qui va vous assaillir comme un coup qu'on reçoit, du froid qu'il va imprégner le narrateur. Je fus frappé par le fait qu'il faisait bien plus froid qu'au début de ma promenade. Mieux encore, il va entendre un grondement assourdi. Grondement assourdi, c'est un bruit habituellement très fort, mais ici, assourdi, l'épithète assourdi exprime que ce bruit est voilé, qu'il est étouffé, qu'il est rendu sourd. Ce bruit est en quelque sorte amorti. Dans le ciel, à une certaine hauteur, se montraient des signes annonciateurs d'une tempête qui s'approchait. Jusqu'à présent, ces informations, ces éléments, ces sensations ne présagent rien de bon, mais on est toujours dans ce qui est naturel, ce qui est habituel, familier, en hiver et dans un pays comme l'Allemagne, qui est au nord de l'Europe. Il y a bien sûr les risques d'un danger immédiat, mais d'un danger habituel et familier. Nous allons voir bientôt comment ce danger va devenir autre chose, qui n'est ni quotidien, ni familier, ni habituel.